Merci. J'ai omis de vous faire valider le compte-rendu du Conseil municipal du 27 janvier, c'est-à-dire la forme soumise à l'affichage. Est-ce qu'il y a des observations de votre part? Il n'y a pas d'observation. Très bien. Alors, le compte-rendu est donc adopté. Je vous donne la parole maintenant à M. Perroton, qui va nous présenter... Oui, M. Siri. Oui, merci, Monsieur le maire. Donc, nous venons d'aborder le seul rapport qui appelait un vote aujourd'hui. Nous allons maintenant évoquer le débat d'orientation budgétaire ainsi que le rapport sur la dette. C'est des moments qui sont censés être des moments où on discute démocratiquement d'un certain nombre d'orientations. Nous avons à plusieurs reprises, ces dernières semaines, oralement, à l'écrit, par courrier électronique, je ne vais pas reprendre la litanie des dates, demander un certain nombre d'informations, ici, ailleurs, en commission des finances. Vous l'avez rappelé tout à l'heure. Nous avons notamment demandé à pouvoir disposer du compte administratif ainsi que de l'exécution budgétaire, bref, de connaître la situation budgétaire de la ville au moment où nous pensons avoir besoin, nous, élus de l'opposition, de connaître cette situation. Je rappelle que le compte administratif permet de connaître l'état des comptes de la ville au 31 décembre de l'année qui précède, c'est-à-dire au 31 décembre 2015. J'ai bien entendu, et nous avons bien tous entendu vos explications techniques sur le fait que ce document ne nous ait pas été remis. Vous nous avez donné ces informations en début de conseil. Elles arrivent un peu tard et elles ne modèrent pas notre agacement. Ces documents nous ont été refusés, alors qu'ils sont légalement, réglementairement consultables par tous les élus, c'est un droit. Donc il n'est pas acceptable de nous les avoir refusés. La réponse qui nous a été faite en commission des finances, la semaine dernière, alors que nous formulions notre demande pour la énième fois, est totalement incompréhensible et nous la déplorons tant sur la forme que sur le fond. Nous représentons, que cela vous plaise ou non, une part importante de la population chambérienne. Et nous devons pouvoir avoir accès aux documents que nous souhaitons pouvoir consulter pour faire notre travail d'élu, pour élaborer nos analyses en toute indépendance et participer pleinement à l'exercice démocratique qui est le conseil municipal. C'est d'ailleurs un des rares lieux qui reste de débat et rien ne vous autorise, malgré tout le respect que nous vous devons, monsieur le maire, rien ne vous autorise à le limiter, à le restreindre ou à l'orienter. C'est pourquoi nous avons été sidérés que nous soit répondu que nous n'aurions pas les documents demandés car, je cite, « Nous savons ce que vous voulez en faire. Vous allez extrapoler et mettre le débat là où nous ne voulons pas qu'il soit. » Et de terminer en affirmant « Nous voulons que les étapes de la discussion budgétaire soient respectées. » Le débat d'orientation budgétaire, d'abord, puis le vote du budget. Si nous vous donnons ce que vous demandez, nous savons très bien ce que vous en ferez. Je n'ai évidemment retranscrit ces paroles en commission des finances que de mémoire, mais je ne pense pas en avoir trahi l'esprit. Ce n'est pas à vous, élus de la majorité, de nous dicter notre opposition ou nos analyses. Ce n'est pas à vous de décider de nous donner ou pas des documents alors que ces documents sont accessibles à tous. Comment mener un débat d'orientation budgétaire sans connaître la situation budgétaire de la ville? Comment débattre sans savoir ce que vous avez fait des impôts que vous avez ponctionnés aux Chambériens? Comment juger de vos projets d'orientation budgétaire sans savoir ce que vous avez dépensé réellement, investi réellement? Nous ne cautionnerons pas cet exercice asymétrique de la démocratie qui fausse le débat
et tronque l'information qui doit être donnée aux Chambériens. Nous ne cautionnerons pas ce manque de transparence et ce qui peut ressembler à un déni de démocratie qui prive volontairement l'opposition des outils nécessaires à l'exercice du débat démocratique au prétexte qu'elle pourrait en déduire des analyses que la majorité ne veut pas entendre. Qu'avez-vous à cacher? Nous déplorons fermement ces méthodes qui entravent notre travail alors que nous représentons, nous aussi, des milliers de Chambériens. Dans ces conditions, vous comprendrez aisément, mesdames et messieurs les élus de la majorité, que nous ne pensions pas que les conditions du débat soient ce soir réunies. Et nous vous laissons terminer vos discussions entre vous. Très bien, Monsieur Cerino. Écoutez peut-être la réponse que je vais vous faire. Au minimum. Non. Je voulais simplement vous rappeler ce que je vous ai expliqué en début de conseil municipal. Je ne connaissais pas la teneur de ce qu'allaient être vos propos. Je vous rappelle simplement qu'il y a des procédures, que le compte administratif pour être arrêté, je le redis et je prends à témoin M. Fajou, doit faire l'objet d'un croisement avec les données du trésorier et qu'à ce jour, le compte administratif n'est pas arrêté parce que la balance n'a pas pu être opérée. Je vous ai aussi dit il y a quelques minutes que je vous transmettrai le compte administratif dès que la balance serait opérée, c'est-à-dire sans attendre le délai légal de 6 ou 7 jours avant le conseil municipal du 21 mars. J'ai été extrêmement clair. Quant à la communication des pièces, Monsieur Cerino, sans doute n'avez-vous pas de souvenir puisque vous ne siégiez pas dans ce conseil. Et nous sommes un certain nombre qui avons réclamé la communication d'un certain nombre de pièces qui font justement l'objet du débat d'actualité. Et nous n'avons pas eu la communication de ces pièces-là, mais nous ne l'avons pas eu du tout. Alors que moi, je vous promets que le compte administratif, vous l'aurez immédiatement dès qu'il aura été arrêté. À la minute qu'il est, Monsieur Cerino, le maire n'a pas le compte administratif arrêté. Je n'ai pas les éléments définitifs du compte administratif. Vous pouvez dire ce que vous voulez, monsieur le maire. Vous pouvez, j'ai le droit de le faire aussi, et je le fais. D'accord ? Je rappelle juste ce que je viens de dire, parce que manifestement, ça n'a pas été entendu ni compris. Nous ne vous le donnerons pas parce que nous savons ce que vous allez en faire. Ce n'est pas une question autre que celle-là. À un moment, monsieur le maire, il faut arrêter de vouloir tout le temps dire à l'opposition ou à la contestation ou aux citoyens ce qu'ils ont à penser. Nous sommes là, nous avons besoin de documents, vous avez ce devoir de nous donner ces documents, nous souhaitons pouvoir avoir ces documents pour faire notre travail, eh bien vous n'avez pas à juger de l'opportunité ou pas de nous les donner, c'est la loi. Monsieur Cerino, je ne juge pas de l'opportunité, je vous dis que les documents n'existent encore pas, soyez pas autiste. C'est du débat politique que vous faites de premier niveau. Le débat politique dans ce département a été habitué à un peu plus de classe. Dès lors que le compte administratif existera... C'est pas la peine de vous énerver. C'est pas la peine de vous énerver. Mais si, parce que ça suffit, vos leçons. C'est pas la peine. Ça sert à rien. Ça fait pas avancer le débat. Que vous essayez de nous donner. C'est des leçons de morale que vous essayez de nous donner. Dans ce cas-là, vous... Je vous ai dit que je vous donnerai le compte administratif dès que je l'aurai. Je ne peux pas vous dire mieux. Quand même. Non, mais dans ce cas-là, monsieur le maire, c'est comme pour les parkings du syndicat. Reporter... Vous avez le temps de le reporter. Non, mais c'est facile, hein, je veux dire. Vous pouvez reporter le débat d'orientation budgétaire il y a 2 mois. Hein, donc faut pas. Et le vote du budget, on peut le faire jusqu'au 15 avril. Donc vous le savez aussi pertinemment, puisque vous faites référence à quelques points réglementaires. Donc on peut repousser même le débat, le budget. Donc le calendrier n'est pas serré comme vous voulez le faire. Vous ne voulez pas qu'on puisse discuter avec le résultat de 2015. C'est un choix, vous l'assumez, ce n'est pas le nôtre. Donc moi, je m'en vais. Monsieur Dulin. Oui,
C'est toujours très désagréable de prendre la parole. Chaque fois que vous partez, ça devient systématique. Et je voudrais simplement souligner la posture qui est la vôtre, en fait, de bloquer le débat démocratique parce que vous n'avez pas accepté le résultat des élections. Cela ne vous honore en rien. Votre responsabilité est de siéger et non pas de fuir et de partir. Voilà ce que je souhaitais préciser pour la deuxième fois. Et rappelez, monsieur le maire, chers collègues, vous qui avez siégé dans l'opposition pendant 25 ans, nous qui avons eu l'honneur de vous y accompagner pendant 13 ans, jamais nous n'avons eu de telles attitudes. Les absents ont toujours tort. Ils regarderont sans aucun doute la vidéo pour entendre ce que j'ai à dire. Lorsque, monsieur le maire, vous l'avez rappelé, nous avons sollicité la municipalité précédente sur les actes passés par le maire en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés et dont la liste apparaît systématiquement en fin du bleu. Je tiens à rappeler solennellement que sur les contentieux que la ville avait engagés sur un certain nombre de dossiers, et en particulier sur des dossiers qui avaient trait à des contentieux avec la presse, le journal Capital, et en particulier sur la contestation que Madame le maire de l'époque faisait des informations qui étaient contenues. Nous avons réclamé des points d'avancement, des documents, des éléments excessivement précis, ceci par oral, par écrit, pendant plus de 3 mois et demi, et nous n'avons jamais eu la réponse. Et j'en ai un petit peu assez que nous ayons ici, pour les raisons que j'ai évoquées, des donneurs de leçons qui n'ont qu'un objectif, bloquer le débat démocratique et l'avancée des dossiers chambériens, alors que nous avons hérité d'une situation dont ils sont largement responsables et dont aucun autour de cette table n'eût imaginé un seul instant qu'il aurait à le porter dans les circonstances que chacun connaît. Merci. Mais écoutez, je pense que l'un des éléments de crispation qui peut aussi expliquer le refus de débat, c'est la situation de l'endettement de la ville. Et je propose donc que, sans plus attendre, Benoît Perroton nous fasse la présentation des 2 rapports, celui sur l'endettement de la ville et celui sur les orientations budgétaires pour l'année 2016. On commence par la dette, oui. Bien, donc, rapport sur la dette communale de la ville de Chambéry. Un premier tableau qui nous donne un peu le passé et un peu la situation actuelle. Quand nous sommes arrivés, nous avons trouvé en 2013, au 31/12/2013, une dette à 124 millions, un taux moyen à 4,10. À fin 2014, nous avions ramené la dette à 121,5 millions. À fin 2015, nous l'avons ramenée à 112,8 millions. Il s'avère donc qu'en 2 ans, nous avons fait baisser l'endettement de cette ville de 11,2 millions de capital, soit 9% sur 2 ans. On note une nette augmentation, par contre, du taux moyen de cette dette à 5,03. Cette augmentation est liée quasiment essentiellement aux emprunts toxiques qui ont été contractés. Comment se caractérise la dette de Chambéry? On a 59% de la dette qui est en emprunt à taux fixe, à des valeurs élevées. 14% ce sont des emprunts à taux variables et 27% qui sont des emprunts structurés et toxiques. La composition de ces emprunts structurés, on va la voir, c'est 6 emprunts structurés qui constituent cette dette, 3 qui sont d'un risque de faible à moyen, classés 1B à 3D dans la charte Gisler, et 3 emprunts classés 6F, c'est-à-dire hors charte, qui représentent 44% de cette dette pour une valeur de 13 500 000 euros. Un petit rappel sur la charte Gisler qui permet de classer les emprunts. Il faut savoir que
l'idéal pour une collectivité est bien entendu d'emprunter essentiellement sur de 1A, au pire sur de 1B, mais au-delà de ça, le monde financier apprécie très peu les emprunts. Comment ils sont ces 6 emprunts structurés? On a 3 banques qui détiennent des emprunts donc à risque moyen et faible. Le Crédit Agricole, l'emprunt se finit dans 1 an, donc il n'est même plus la peine d'en parler. La Société Générale qui détient un emprunt classé 2E, le taux 4,05%, durée résiduelle 10 ans. Et la SFIL, encore, qui détient un 3D pendant 15 ans et qui a un taux de 3,28%. Sur ces 3 emprunts, un seul a un risque de déclenchement, c'est celui de la SFIL, classé 3D. Les projections nous disent qu'il peut se déclencher en 2023 et que le taux à ce moment-là qui nous pénalisera sera de l'ordre de 6%. C'est une erreur, ou c'est Michel Klopfer, c'est l'un ou l'autre. C'est ça, c'est Michel Klopfer. Raccroche, je le rappelle. Revenons à nos emprunts très très toxiques. Donc 2 chez la SFIL, 1 chez Dexia. Un emprunt yen-dollar. Alors celui-ci, il a l'avantage de ne pas être déclenché. Son taux est encore à 6,90%, mais il serait souhaitable qu'on puisse en sortir. Et 2 emprunts basés sur le franc suisse. On voit là celui de la SFIL, 22,2%, valeur pendant encore 20 ans. Pour Dexia, du 20,4%, encore 20 ans et demi à payer. L'idée donc, c'est de sortir de ces emprunts à travers l'aide du fonds de soutien. Là, vous avez le tableau de ce que nous fournira au maximum le fonds de soutien. En pied de tableau, vous avez les totaux. Le capital restant dû de ces 3 emprunts, c'est globalement au 28 février 2015, je dis bien 28 février 2015, environ 14 millions d'euros. La soulte, à l'époque, c'était 27 millions. Les pénalités pour sortir, c'était 27 millions d'euros. L'aide de l'État va être de l'ordre de 16 millions d'euros. Il va rester à la charge de la ville 11 271 000 euros. Je redis, l'aide maximale que l'État va nous servir sera de l'ordre de 16 23 616 euros. Alors pendant cette année, on a essayé de sortir et on a trouvé un accord pour l'instant avec la banque Dexia. Accord qui vient d'être concrétisé. On a voté tout cela lors du conseil municipal du 27 janvier. Et nous avons donc obtenu les conditions suivantes. Un refinancement du capital de 2 034 000 euros au taux de 1,5% sur 20 ans. Et un emprunt pour régler la soulte qui est de 5 740 000 euros, toujours 1,5%, mais sur 12 ans, qui est la durée de vie du fonds. L'opération a donc été réalisée sur les marchés le 1er février 2016 et donc topée par le maire. Par contre, pour les 2 autres emprunts, eh bien, les négociations avec la banque SFIL et le fonds de soutien qui avaient abouti et qui devaient être finalisées le 12 février, on avait programmé le topage. Ces accords, ces négociations sont complètement remises en cause suite à la dégradation en début de semaine des marchés financiers. Donc on repart complètement à zéro sur les dossiers SFIL. Si tout s'était bien passé, nous n'aurions eu qu'une pénalité de 25 millions d'euros, moins que rien. Les choses telles qu'elles se présentent actuellement, on peut craindre de monter à 26 500 000 euros de pénalité. Et je dis bien de pénalité, aucun euro de cette somme ne sera dédié à de l'investissement. C'est uniquement de la pénalité qui va directement auprès des banques. L'autre effet, c'est qu'au 31/12/2016, notre encours de dette devrait avoisiner les 136 500 000 euros. Je vous rappelle qu'actuellement on est à 112, on va gaillardement remonter à 136 500 000 euros. Malgré ces chiffres, on a fait le choix de continuer dans l'objectif de diminuer de façon significative la dette
au terme de notre mandature. Alors voilà un peu l'effet des choix qui ont été faits précédemment de prendre des emprunts toxiques. Donc on voit quoi? On voit qu'en 2013, nous sommes partis de 224 millions d'euros. En 2014, légère amélioration. En 2015, amélioration significative, puisque nous sommes tombés à 112,8 millions. Nous allons remonter à 134,6, 135, et peut-être maintenant à 136, puisque ce sont les chiffres. Les choses bougeant tellement vite que je ne remets pas à jour régulièrement les chiffres. Ce sont les chiffres précédents qui sont là. Donc 135 millions, puis 130, puis 126, pour arriver au terme de la mandature à environ, à nouveau, 113 millions d'euros. Donc on va avoir besoin de toutes ces années pour revenir au point de départ, au point que l'on avait réussi à atteindre à ce jour. En rouge, vous voyez l'incidence de ces prêts toxiques. 23,5 millions la première année, 21,8 la deuxième, etc. Je vous fais grâce. En fin de mandature, les emprunts toxiques impacteront encore notre dette de 16,7 millions. L'impact cessera dans les 15 ans qui viennent. Il va donc falloir attendre 15 ans pour que cette surface jaune disparaisse complètement des comptes de la ville. Alors en vert, vous avez ce qu'on appelle la capacité de désendettement. Ça, c'est un paramètre qui est particulièrement important parce que la DGFiP, la Direction Générale des Finances Publiques, donc le ministère des Finances, surveille particulièrement cet indice. Et dès qu'il passe 12 ans, ça devient difficile pour une ville de continuer à aller sur les marchés financiers et à avoir des emprunts. Donc on voit qu'on a pris la situation, on était à 16,7, en 2014 elle est demeurée à 17, dès cette année nous sommes tombés à 10. À travers tous les efforts de budget que nous allons faire, nous n'allons remonter, je ne dirais qu'à 13,1 années, pour très rapidement revenir à 12 puis à 10 en fin de mandature. C'est pour cela que tous les efforts financiers sont faits, notamment pour arriver à maîtriser ce paramètre de désendettement. Là, vous avez l'historique. C'est un peu, là, quelque part, la performance de l'équipe précédente. En rouge, vous voyez les capacités de désendettement que l'équipe précédente avait atteint. C'est vrai qu'il y avait une nette amélioration. Ils étaient passés en 2008 de 28,1 années, ce qui est phénoménal, pour finir à 16,7 en 2013. Bien, nous souhaitons vivement, à travers le budget qui vous sera bientôt présenté et les prospectives que nous envisageons, de ramener ces valeurs à 10 au terme de la mandature. Vas-y Patrick, n'hésite pas. Oui, c'est son sonotone qui pose problème. Allez-y, Sandrine, s'il vous plaît. Il manque un bout. Non, bon, bah tant pis. Là, simplement pour vous dire que la dette restera quand même très rigide. Nous atteindrons 72% d'emprunts fixes, donc maintenant sans risque, mais avec des taux élevés. Les taux variables monteront à 16%. Et les taux structurés descendront à 12%. Donc on aura légèrement rééquilibré la structure de notre dette. Voilà ce qui concerne purement la dette. Il faut savoir également que la ville cautionne des emprunteurs. Elle cautionne à ce jour pour 80,5 millions d'euros d'emprunts. L'année dernière, nous cautionnions pour 87,1. Ce sont essentiellement des cautions données à Chambéry Alphabitat et à la SAIEM pour 93%. Ce sont des emprunts 1A qui sont garantis et tous les ratios prudentiels qui nous sont obligatoires sont complètement respectés. Un autre point qui fait quand même partie de notre dette, c'est ce que l'on doit à l'EPFL. Vous savez que l'EPFL acquiert au nom de la ville, en attendant que celle-ci puisse régler ses acquisitions, des biens.
L'exemple type actuellement, c'est l'ancienne usine Vetrotex qui a été acquise par le PFL pour une valeur de 10 millions d'euros. Le PFL nous facture pour porter ces biens des frais de portage qui, cette année, se sont révélés de l'ordre de 340 000 euros. Ces frais, ce sont essentiellement des valeurs de remboursement pour 45 600 euros, 455 600 euros, diminués des loyers et recettes que le PFL encaisse sur ces biens. Vous avez là le tableau qui vous indique les montants traités par le PFL et les dates de fin. Vous constatez globalement qu'à fin 2017, on n'aura plus aucun, sauf opération nouvelle bien entendu, nous n'aurons plus aucun portage de l'EPFL. C'est quand même 11 851 000 euros de dettes, parce que là on parle également de dettes qui auront disparu. Et dès la fin de l'année, nous devrions nous être libérés des 9 millions résiduels de l'usine Vetrotex. Une conclusion simplement, donc une amélioration de la dette entre 2014 et 2015 de 8 600 000 euros, des taux moyens qui ont flambé carrément à 5,03%, ce qui est très élevé dans le contexte financier actuel, un encours de cautionnement qui a baissé, un EPFL qui va diminuer de façon radicale en fin d'année, et donc un accroissement spectaculaire des intérêts payés sur les emprunts toxiques en 2015. Merci. Merci, M. Perroton, pour ces explications qui montrent, je crois, de manière très pédagogique, l'évolution de notre endettement. Nous voyons les efforts qui ont été faits tout au long de cette année en termes de gestion pour essayer de tenir les choses. Je voudrais, à travers Benoît Perroton et à travers le directeur général Vincent Bimbard, remercier tous les collaborateurs de la ville qui y ont contribué et avoir un mot particulier pour Sandrine Duprat et l'équipe des finances, parce que c'est grâce à ce travail extrêmement précis que nous avons pu tenir la trésorerie tout au long de l'année, éviter de recourir de manière manifeste à l'emprunt et ainsi faire baisser l'annuité de ce que nous avions dit. Alors, Pierre Pérez m'a demandé la parole. Oui, je voulais faire une très brève explication pour tous ceux qui ne connaissent pas le mécanisme de ces prêts toxiques, parce qu'on nous avait expliqué au dernier conseil municipal que grâce aux prêts toxiques, la ville avait gagné beaucoup d'argent, on nous parlait même de 3 900 000 euros. Je vais vous donner un seul exemple et vous allez comprendre le bien fondé de ce qu'ils nous ont raconté. À mi-2006, ils font un emprunt de 6,7 millions, qui est un emprunt structuré mais faiblement toxique, est à 3,30. Comme ils veulent gagner de l'argent, un an après, ils refont un emprunt du même montant, 6,7 millions, et là, ils font l'opération du siècle, il est à 2,98%, donc ils ont gagné 0,32. Avec un tout petit détail, c'est que c'est indexé sur le franc suisse. Donc pendant 3 ans et quelques, ils gagnent 0,32, donc ça paye les allumettes. Et à partir de 2011, là, pas de chance, le franc suisse explose et le prêt extraordinaire à 2,98 passe à 14. Donc ça, la ville a beaucoup gagné d'argent, donc de 2,98, elle passe à 14. Et puis, nous, on a beaucoup de chance. Au 15 janvier 2015, le franc suisse, de nouveau, fait un fort décalage par rapport à l'euro. Et là, on a la chance d'avoir un prêt qui passe de 14 à 28 et on se récupère 1 million supplémentaire d'intérêts. Donc, grâce à eux, la ville a gagné beaucoup d'argent. C'est ça qui, en partie, nous a obligés à augmenter les impôts. Alors, les pénalités, ce qu'on appelle la soule, il faut savoir ce que c'est. Quand ils ont bricolé pendant cette période d'essayer de négocier échéance par échéance, ils ont chaque fois prolongé la durée du prêt. Ce qui fait qu'on se retrouve avec un prêt à 30 ans, donc en gros 2 millions d'intérêts pour 8 millions de capital. Tous les 4 ans, on a remboursé le capital, mais on en a encore jusqu'à 2036. Et la pénalité, c'est contractuellement dans leur contrat, c'est la totalité des intérêts qu'ils auraient payés, qu'ils auraient perçus, quand nous, on aurait payé jusqu'en 2036. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des chiffres de 26,5 millions. Et donc là, on est obligé de faire un emprunt
pour rembourser cette somme sur lequel on a un taux d'intérêt de 1,5. C'est-à-dire, dans la réalité, vous avez un prêt qui doit être, pour ces 26 millions et quelques, on doit être entre 22 et 24%, plus 1,5. Donc on se retrouvera avec des taux qui seront pas loin de 24 ou 25%, parce que c'est 1,5 sur des intérêts. Alors quand on nous explique que grâce à eux, la ville a gagné de l'argent, je ne suis pas très fort en mathématiques, mais là, je crois qu'il y a une très légère erreur de la part de M. Serino, et j'aimerais bien qu'il nous explique en quoi nous avons tort. C'est une gestion catastrophique. On nous a fait jouer à la bourse avec de l'argent public, et le résultat, on l'a aujourd'hui. Ça explique notamment fortement l'augmentation des impôts qu'on a dû faire il y a un an.